Bonsoir. Savez-vous à qui le prestigieux hebdomadaire britannique The Economist a attribué la palme du meilleur pays où naître en 2013? Un pays où la vie serait plus saine, plus sûre et plus prospère. Eh bien ce pays, c'est la Suisse. Et on se pince pour y croire. Au beau milieu d'une Europe qui est en crise, ici le taux de chômage dépasse à peine les 3%. On vient du monde entier étudier le système de formation. Et sur le plan politique, la Suisse est aussi un modèle. Le citoyen est consulté à peu près tout le temps et sur tous les sujets. Alors, qui dit mieux? Et surtout, comment font-ils? La Suisse, c'est d'abord une puissance économique et technologique de premier plan, grâce à ses industries de pointe. Sa monnaie est forte, mais cela ne l'empêche pas de gagner des parts de marché dans le monde. Avec des multinationales, mais aussi un réseau de petites entreprises performantes. À population égale, la Suisse ferait mieux que l'Allemagne. Ces performances expliquent que le taux de chômage soit l'un des plus faibles au monde. Mais c'est aussi la réussite du système de formation. Plus de 2 jeunes Suisses sur 3 quittent l'école à 15 ans pour entrer en apprentissage. Une main-d'œuvre bien formée, bien payée et motivée car l'ascenseur social fonctionne toujours. L'une des clés du miracle suisse tient en 2 mots. Démocratie, direct. Le peuple suisse se mêle de tout le temps, et ça marche. À l'échelon local, cantonal ou fédéral, le citoyen peut faire entendre sa voix grâce aux votations et aux référendums. Et ces votes à répétition donnent une démocratie moderne et vivante. Pas étonnant dès lors que la Suisse soit un phare pour ses voisins. Plus de 150 000 Français y travaillent tous les jours, attirés par des salaires élevés. Mais les conditions de l'emploi sont bien différentes de celles rencontrées en France. Et la cohabitation entre Suisses et Français n'est pas toujours facile, de chaque côté de la frontière. Alors, le miracle suisse existe-t-il? C'est le 43e numéro d'Un œil sur la planète. Ce qui est important, c'est de regarder la planète, de regarder bien. Je vais vous parler de la Suisse, du coup. Hein? La Suisse, la Suisse, c'est un beau pays. Et puis quand t'as dit ça, t'as tout dit. C'est vrai, c'est un beau pays, mais quand t'habites dedans, tu sais, t'es dans la Suisse, t'es dedans, quoi, t'es comme ça, t'es. Des fois, tu te mets comme ça, tu sais. Ah, salut le Bernard de Dieu, t'es venu celui-ci? Ben oui, je vois bien. Oh, le Simon de Dieu, t'es venu aussi, t'as accompagné ce Bernard, du coup vous êtes 2, c'est ça si le compte est bon. Ouais. Émile de Dieu, vous êtes 3, il y a une manif ou bien? C'est la Suisse. On se fait chier. Ah, puis quand t'as dit ça, t'as tout dit. Ce sketch de texte résume assez bien l'idée que nous, Français, nous faisons de la Suisse. Les Suisses sont lents, ils sont ennuyeux et ils ont un drôle d'accent. Eh bien, nous avons faux sur à peu près tout. Si les Suisses, par nature, restent discrets, leurs résultats parlent pour eux. Et la comparaison, vous allez le voir, n'est pas forcément à notre avantage. Regarde. Pour la 5e année consécutive, la Suisse est classée en tête du classement mondial de la compétitivité quand la France glisse à la 23e place. La Suisse est aussi considérée comme la nation la plus innovante quand la France est 20e. Avec un revenu moyen par habitant de 80 473 $ en 2013, les Suisses gagnent presque 2 fois plus que les Français. Selon l'indice des Nations Unies qui classe les pays en fonction de leur niveau de développement, la Suisse est 9e quand la France est 20e. Pas étonnant que les Suisses aient le sourire. Au classement mondial des Nations Unies sur les nations les plus heureuses, la Suisse est 3e quand la France est 25e.
Face à cette avalanche de bonnes statistiques, on se dit évidemment que si la Suisse est riche, c'est grâce à ses banques, à ses coffres-forts et à son culte du secret. Là encore, c'est un peu rapide. Bien sûr, les banques, c'est un secteur important, mais il pèse moins de 10% du produit intérieur brut. L'atout numéro 1 de la Suisse, c'est son réseau d'entreprises, des PME ultra performantes. Les rois de l'export, c'est le premier de nos reportages. Il est signé Sophie Claudet et Valérie Lucas. La Suisse, son décor de cartes postales, ses vallées bucoliques et ses vaches paisibles. Mais attention aux clichés, la Suisse ne chôme pas. Chez Thermoplan, comme souvent ailleurs dans le pays, la journée de travail démarre à 7 heures. Et quand le patron arrive, les employés sont déjà là. En Suisse, on travaille 42h30 par semaine. Et parfois plus, quand la situation l'exige. C'est le cas en ce moment, et le choix des salariés. Bonjour tout le monde. Alors, cette semaine, vous commencez à travailler à 6 heures. On est en train de discuter d'organisation. Et la production doit commencer à 6 heures à cause des commandes, et puis on continuera à en discuter samedi. Alors, vous faites des journées de 9 heures. Oui, 9 heures pour les 2 prochains jours, plus samedi. Le carnet de commandes est plein et la production doit suivre. Le patron n'est pas étonné par l'initiative de ses employés. On travaille beaucoup tout en étant très flexible. Je pense que la flexibilité est la clé de notre réussite en Suisse. Nos ouvriers sont toujours prêts à s'adapter quand nous avons beaucoup de commandes. C'est eux qui ont proposé de travailler plus, vous ne leur avez pas demandé? Oui, ça fait partie de notre culture. Ils comprennent les besoins du client et réagissent par eux-mêmes. C'est exceptionnel, je dirais qu'ils réfléchissent comme des entrepreneurs. Ce n'est pas moi qui les y force. Ils comprennent d'eux-mêmes, ils ont une vision globale de la production et s'adaptent. Dans cette PME de 200 personnes, on fabrique des machines à café automatisées. Et si les ouvriers sont motivés, c'est qu'ils sont bien payés. 3 200 € par mois à l'embauche, jusqu'à 4 500 € pour un ouvrier qualifié. Un salaire supérieur à celui de beaucoup de cadres en France. Et en plus, le travail est intéressant. Pas de tâches répétitives, les ouvriers font des rotations régulières sur les chaînes de montage. Ce qui est bien ici, c'est que le travail est varié. Il y a différents modèles de machines, différentes cultures, et on a tous la possibilité d'apprendre. On a des formations, on a des contacts avec plein de gens. Le travail bien fait, la fameuse qualité suisse, ont permis à la société de devenir le fournisseur exclusif de machines pour le géant du café américain, Starbucks. Une source de fierté pour les ouvriers. Ces machines font partie de moi. Les construire, c'est comme un loisir. Ce travail, pour moi, c'est un hobby. C'est pour ça que je l'aime tant. 2 fois par semaine, le patron aime aller au contact de ses employés. Il a toujours un petit mot sympa. Ah, vous avez une nouvelle coiffure. C'est toujours plus court. Ah, ça vous va bien. Oui, merci beaucoup. Je me sens bien ici dans mon coin. Ah oui, vous avez une belle vue. Je vous souhaite une bonne journée. Chez Thermoplan, les conditions et le cadre de travail sont exceptionnels. C'est ce qui a décidé cet ingénieur chinois à choisir la Suisse après des études en Allemagne. En Suisse, la qualité des produits est meilleure. L'éthique du travail aussi. C'est un niveau au-dessus par rapport à l'Allemagne. Là où la Suisse fait aussi mieux que l'Allemagne, c'est en termes d'exportation. D'ailleurs, comme beaucoup de PME helvétiques, Thermoplan exporte 97% de sa production. Et rien ne semble arrêter la PME. Pour preuve cette carte, grâce à Starbucks, Thermoplan est déjà présent dans 64 pays. Et ce n'est pas fini. Nespresso, Ikea, McDonald's sont aussi friands des machines à café made in Suisse.
Vous êtes en train de conquérir le monde en fait. Une grande partie, oui, mais regardez, il y a la Russie où on peut encore faire des affaires. Alors, régulièrement, le patron voyage pour conquérir de nouveaux territoires. Fin octobre, c'était Milan pour le salon Host, un des plus grands salons d'électroménager culinaire au monde. Un rendez-vous où les PME suisses sont venues en force, à ne rater sous aucun prétexte. Vous voyez, toute la profession est là. C'est une bonne occasion pour rencontrer les gens qui sont dans l'industrie de la restauration, les hôtels. C'est un salon mondial, donc les gens viennent d'Asie, des États-Unis. C'est vraiment une bonne occasion. Il est venu présenter ses machines en Italie, la Mecque des amateurs de café. Et la concurrence est féroce. Jolies filles en renfort, strass, machines clinquantes. On ne lésine pas sur le bling-bling en Italie. Mais pas de quoi décourager le Suisse Adrian Steiner. Très beau design, félicitations. On ne fera probablement jamais une machine comme ça, mais on la fera à notre façon, plus épurée, plus technique. J'aime bien cette machine, mais ce n'est pas notre façon de faire. Et pourquoi vous n'utilisez pas de jolies filles pour vendre? C'est vrai qu'on pourrait faire mieux dans ce domaine. Mais on est plus conservateur, je sais. On est tellement suisse. Pas que j'en sois fier. Moi-même, en tant que PDG, je suis chaque jour au salon. J'aime rencontrer les clients en personne, dialoguer avec eux, apprendre d'eux. Alors je n'ai pas besoin de jolies filles. Même si ça me plaît. En Suisse, on préfère la discrétion et la sobriété. D'ailleurs, le stand de la PME en témoigne. Pas de fioritures, juste des machines à café au design simple et robuste. Cela semble plaire aux clients venus de Russie. Bonjour Igor, comment ça va? Ravi de te voir, enchanté. Alors, au Kremlin, ils sont toujours contents de nos machines? Oui, d'ailleurs là, on a été invité à présenter les machines à Sochi pour les Jeux Olympiques d'hiver. L'un des arguments de vente de Thermoplan, cette mousse de lait produite sans vapeur, une innovation brevetée. Ce client de Dubaï n'en revient toujours pas. Vous devez voir cette mousse. C'est là le secret. Vous n'avez jamais rien vu de tel. Nous déposons entre 10 et 15 brevets par an. Les brevets sont essentiels pour nous en tant que fabricants. Mais aussi car nous investissons dans la technologie de pointe. Et on ne s'arrête jamais. Pour être honnête, il y a toujours moyen de contourner un brevet, ça peut arriver. La seule sécurité que nous avons, c'est de continuer à investir dans l'innovation. Et nous avons encore plein d'idées. Nous avons 36 ingénieurs qui se consacrent à la recherche et au développement. Le résultat, c'est cette machine. Cette machine, c'est la dernière née chez Thermoplan. Développée pour une chaîne de café britannique. Elle suscite la curiosité et l'admiration des visiteurs. On peut y concocter café et thé, et même choisir parmi 7 saveurs différentes. Ah, c'est fantastique. Vraiment? Pourquoi? Parce que c'est facile d'utilisation. Il y a même des arômes qui sortent de la machine. Regardez, ça sort de là. Et puis c'est fait en Suisse. C'est important? Ouais, bien sûr. Pourquoi? Vous savez, tout ce qui est fait en Suisse demande moins d'entretien. Se positionner sur les marchés émergents comme la Chine ou la Russie, c'est le pari réussi de nombreuses PME suisses. Délicieux. Les Chinois et en particulier les jeunes adorent le lait. Le café au lait, c'est parfait pour ce marché. Je pense que la classe moyenne en Chine est prête à payer le prix pour le café et pour ce style de vie. Miser sur les marchés émergents a permis à la Suisse de traverser la crise et à continuer de gagner des parts de marché à l'export quand la France en perd. L'autre stratégie gagnante, c'est l'innovation, toujours l'innovation. Chez Thermoplan comme partout en Suisse, depuis toujours. Le petit pays enclavé et sans ressources naturelles n'avait pas le choix. Et si on connaît tous le couteau suisse, symbole de l'ingéniosité et de la débrouillardise, ou encore la précision des montres helvétiques,
on ne sait pas forcément que les Suisses ont aussi inventé le velcro et permis la conservation des aliments avec la cellophane et le papier aluminium. Utilisez-la pour vos préparatifs de pique-nique. Enveloppez vos sandwichs, même remplis de sauce, ils seront parfaitement transportables et arriveront à destination sans accident. Autant de trouvailles qui ont révolutionné notre quotidien et qui ont fait la fortune de leurs inventeurs. Cette inventivité tous azimuts a aussi permis l'émergence de multinationales. Agroalimentaires, banques et surtout industrie pharmaceutique. Parmi les 500 plus riches multinationales au monde, nos voisins helvétiques en comptent 14. 2 fois moins que chez nous peut-être, mais la Suisse a 8 fois moins d'habitants. Pour comprendre un tel succès, nous nous sommes rendus à Bâle, chez Roche, le grand groupe pharmaceutique. Tout a commencé en 1896, quand Fritz Hoffmann et Adèle Laroche, de riches commerçants de Bâle, ont une idée de génie. Mettre la qualité et la précision suisse au service de l'industrie pharmaceutique. N'y connaissant rien, ils décident de s'appuyer sur des scientifiques et chimistes triés sur le volet. Et très vite, la petite PME décolle et exporte, sous le nom de Roche, un nom plus facile à mémoriser. Le rayonnement international arrive avec la mise sur le marché du Valium, le produit phare, toujours en vente 50 ans plus tard. Aujourd'hui, la multinationale emploie 80 000 personnes, avec une présence dans 150 pays. Chaque année, Roche investit 20% de ses revenus, soit près de 7 milliards d'euros, dans la recherche. Un paradis pour les scientifiques, à en croire cette chercheuse colombienne. Elle a choisi de venir travailler au siège, en Suisse. Dès le moment où je suis arrivée, j'ai compris que c'était un endroit idéal pour un scientifique. La Suisse est un pays agréable, multiculturel. Les gens parlent plein de langues et cela permet à de nombreuses cultures de se rencontrer et de travailler ensemble. Ce pédiatre britannique s'intéresse aux maladies génétiques, comme la trisomie. Il pense que l'on pourrait les traiter un jour par les médicaments. Roche lui permet d'explorer cette voie. Roche a été fondée par une famille et cette famille contrôle toujours la majorité du capital. Cela nous donne les investissements et le temps nécessaires pour développer des médicaments et des traitements, surtout dans des domaines où d'autres compagnies trouveraient cela trop risqué ou pas assez profitable. Contrôler son capital pour aller au bout de ses idées. Ne jamais lever le pied, penser à échelle mondiale, c'est le secret de la réussite de Roche. Une recette amplement partagée dans le reste de la Suisse et qu'on enseigne à l'université de Saint-Gall, dans le canton du même nom. L'université a un centre de formation dédié aux chefs d'entreprise qui veulent se perfectionner. Ici, on apprend aux patrons à améliorer les performances de leur société. Bienvenue, mesdames et messieurs. Ces 2 derniers jours, vous avez appris à mieux gérer vos finances. Vous savez maintenant que les gens qui doivent avoir des idées, ce ne sont pas seulement les commerciaux du marketing, c'est vous et ceux qui gèrent l'argent dans votre entreprise. Et le professeur insiste sur l'importance de garder l'autonomie financière pour une société. Un conseil surprenant au pays des banques. Qui va vous prêter de l'argent aujourd'hui à l'heure d'Internet? Ni les privés, ni les banques. Nous devons compter sur nos propres ressources pour l'avenir. Sinon, nous sommes foutus. Compter sur ses propres forces, pas toujours évident. Mais ces managers ont de la chance. L'organisation du travail en Suisse est particulièrement favorable aux affaires. En Suisse, nous avons une culture du compromis, qui existe aussi dans le cadre du travail, dans les relations entre patrons et employés. Il n'y a pas de grosses grèves.
car je crois que les gens sont heureux de travailler et prêts à tout donner. Je pense que cette motivation explique le succès de la Suisse. C'est facile d'engager du personnel. Et c'est facile aussi de restructurer et de licencier si vous avez des problèmes au sein de votre compagnie. Beaucoup plus facile qu'en France. En France, une fois que vous engagez quelqu'un, c'est vraiment difficile de s'en séparer. Cet économiste, qui a enseigné à Lyon, connaît bien le marché français, autrement plus rigide et contraignant qu'en Suisse. Si je prends par exemple le Code du travail, en Suisse, ça peut se résumer à, ça fait 30 pages, alors qu'en France, c'est un bouquin qui comprend, je pense, plusieurs milliers d'articles. Flexibilité, dialogue social, créativité, autant d'explications aux performances de l'économie suisse. Elle affiche un taux de chômage de 3%, le plus bas d'Europe. Nous quittons Saint-Gall pour le canton de Lucerne, où nous retrouvons Adrian Steiner. Il vient de finir sa longue journée de travail, mais il est loin de s'en plaindre. C'est très fréquent pour les managers d'avoir des journées de 12 heures, 5 à 6 jours par semaine. Ça fait environ 50 à 60 heures de travail. Et les employés travaillent entre 42 et 45 heures par semaine. Peut-être que ça fait partie de notre culture. Les gens aiment travailler. Ils ont envie de faire quelque chose de leur vie. À moins d'1 kilomètre de l'usine, le patron de PME arrive chez lui dans un décor toujours aussi idyllique. Il s'adonne à son passe-temps favori. C'est de la salade qui vient de la cantine Thermoplan. Travailler dur pour l'entreprise, mais aussi trouver du temps pour soi, pour se relaxer, pour ralentir. Ça m'aide beaucoup personnellement. Nos employés aussi aiment prendre des pauses pour le déjeuner par exemple, pour aller respirer de l'air frais. Et puis c'est bon pour le cerveau en plus. Alors délocaliser Thermoplan, impossible. Nous sommes trop attachés à cet environnement. Nous aimons vivre ici. Se ressourcer après le travail, dans un environnement sain, c'est peut-être aussi ça, le secret de la réussite suisse. Ces performances économiques, on les retrouve inévitablement à l'heure des bilans. Au siège de l'IMD, une business school de renommée internationale, cet homme établit chaque année le classement mondial de la compétitivité. Stéphane Garelli n'est pas n'importe qui. 12 années passées à la tête du Forum économique mondial et du symposium de Davos. Avec ses étudiants, il classe une 60aine de pays en fonction de 300 critères. Résultat en 2013, la Suisse est avec les États-Unis le pays le plus compétitif au monde. La France, 28e seulement. Et elle aurait notamment un problème de pression fiscale. Dans votre observation, dans votre classement annuel, on voit bien que, notamment concernant la France, la politique fiscale de l'État est une catastrophe nationale. Qu'est-ce qui est différent en termes de politique fiscale entre la France et la Suisse ? Alors, on ne se permettrait pas de dire que c'est une catastrophe, parce qu'on est neutre, hein. Mais je crois que la grande différence, pour nous, c'est au fond ce qu'on appelle le taux d'emploi, c'est-à-dire combien de personnes sont impliquées dans l'économie. En Suisse, c'est 59% de la population travaille ou sont impliquées dans l'économie en général. En France, c'est 41%. Alors, quand vous avez beaucoup de gens qui sont dans l'économie, qui en plus travaillent beaucoup, hein, plus de 1800 heures par an, alors que c'est 1570 en France. Quand vous avez beaucoup de gens qui travaillent dans l'économie, vous pouvez vous permettre d'avoir des taux d'impôt relativement bas parce que vos rentrées fiscales existent. Maintenant, si vous avez, comme en France, hein, juste 41% de la population qui est impliquée dans l'économie, eh bien vous avez une base qui est relativement petite et vous devez malheureusement taxer beaucoup cette petite base
pour payer pour tout le reste. L'assiette suisse est plus grande. Beaucoup plus grande, et puis ça permet d'avoir une fiscalité qui est très raisonnable, non seulement pour les personnes, mais pour les entreprises. Est-ce que vous voyez des recettes qui ont marché en Suisse, qui pourraient marcher en France? Alors, c'est pas uniquement la Suisse, c'est aussi l'Allemagne, la Suède. Alors, j'en ai mentionné quelques-unes, exportation, diversification de l'économie, garder une base industrielle, hein, ça c'est très important. On continue à fabriquer en Suisse, hein, je crois que c'est très très important. Les montres suisses sont chères, mais elles sont fabriquées aussi en Suisse, c'est très bien. Le fait aussi, je crois que la discipline fiscale, c'est quand même quelque chose de très important. Et puis finalement, je crois qu'il y a une chose supplémentaire, c'est le consensus social. On est un pays où on n'arrête pas de se parler les uns aux autres, où on n'arrête pas peut-être parfois d'envisager de pouvoir convaincre jusqu'à la dernière personne au fin fond de la salle. Mais une fois, c'est très long, hein, c'est très embêtant comme système. Mais une fois que tout le monde a été consulté, la décision prise, en fait, est exécutée très rapidement. Une fois qu'on s'est mis d'accord, on s'y tient tous. Syndicats, employés, patrons, tout le monde s'y tient. On ne va pas remettre ça en cause tous les 3-4 mois, tous les 6 mois. On ne va pas avoir ce que vous avez, que je trouve qui est merveilleux en France, c'est-à-dire la grève préventive. Hein. Grève préventive, c'est-à-dire attention, on fait une grève pour vous avertir que bientôt on va faire une grève. On ne connaît pas ça en Suisse, hein. Mais je pense qu'effectivement, ça doit commencer à la base. Mais est-ce que dans la compétitivité des entreprises, le fait de pouvoir embaucher et licencier quasiment de façon instantanée est un élément important? Alors oui, on n'est pas aussi extrême que les Américains, il faut voir les choses en face. Oui, effectivement, il y a la liberté d'engager et la liberté aussi de licencier rapidement. Il y a des procédures de licenciement qui doivent être respectées. On doit discuter avec les syndicats, discuter avec le gouvernement, informer. Mais sur le fond, on a le droit de le faire. Et on a remarqué qu'historiquement, en fait, parce que vous avez la liberté de licencier, les entreprises engagent plus facilement. Parce qu'elles se disent, si j'ai fait une erreur, dans 6 mois ou dans 1 an, je ne suis pas bloqué avec quelqu'un ad aeternam. Donc, en fin de compte, historiquement, on a vu que la capacité de licencier faisait que le taux de chômage était plus bas. Ça paraît contradictoire, mais nous avons un taux de chômage en Suisse de 3,2%. Donc, quelque part, ça marche. La posture est clairement libérale, mais cela n'explique pas tout. L'autre secret du miracle suisse, vous allez prendre un emporte-pièce, c'est la formation des jeunes, comme ici, à l'école professionnelle de Montreux. 900 apprentis viennent très jeunes se former à un métier dans la restauration. Ce système de l'apprentissage, c'est l'un des ingrédients principaux de la recette anti-chômage. À l'âge de 15 ans, plus de 2 jeunes Suisses sur 3 quittent l'école pour entrer en formation. Et c'est considéré ici comme une filière d'excellence qui permet à certains d'atteindre les sommets. Reportage de Julien Dupéré et Annie Tribois. Posé au pied des montagnes du canton de Fribourg, ce collège accueille 500 élèves venus des villages alentours. Et pour tous, la journée commence par un rituel typique. Chaussons obligatoires. Entre ces murs règne la propreté et la discipline. On se lève aussi pour l'entrée du professeur. Bonjour, asseyez-vous. Ce matin, leçon de français. Distraire, il fait avec le Y, distrayait. Ils ont 14 ans, mais certains savent déjà que pour eux, l'école classique est bientôt terminée. Question, non. Et ils ne sont pas vraiment minoritaires. Pour preuve, quand on leur demande qui partira en apprentissage l'année prochaine, 11 élèves sur 21 lèvent la main. En juin, ils vont quitter le collège pour apprendre le métier de leurs rêves. Moi, j'aimerais faire quelque chose dans l'optique, opticienne. Pour faire plus tard prof de sport, pour être plus tard infirmier. Installateur, électricien. J'ai envie de devenir laborantine chimiste. En Suisse, l'apprentissage est valorisé. Entre 12 et 15 ans, les élèves font des stages en entreprise. En cas de doute, vous allez vérifier. Et le collège aide même les volontaires à trouver leur place d'apprenti.
une orientation très précoce. C'est hyper tôt, effectivement. Mais c'est une démarche qui prend 3 ans. C'est pour ça que nos écoles secondaires s'appellent des cycles d'orientation. Et c'est vraiment une pensée en 3 ans. 3 ans où l'élève va continuer ses apprentissages scolaires, mais 3 ans aussi où l'élève est encadré avec les services d'orientation, avec les enseignants, et en impliquant très fortement les parents, qui sont probablement le maillon essentiel du système, pour ensuite que les élèves puissent choisir leur voie. Une voie ancrée dans la tradition suisse. 2 jeunes sur 3 passent aujourd'hui par un apprentissage. La filière se paye même des panneaux publicitaires dans toutes les villes du pays. La promesse, devenir des stars de la mécanique ou de la cuisine. Le slogan, avec l'apprentissage, les talents deviennent des pros. Cette formation n'a rien à voir avec une voie de garage. La Suisse a même fait de l'apprentissage une arme redoutable contre le chômage des jeunes, un des plus bas au monde. C'est pour cela que Jimmy et Maxime n'ont pas hésité. À 17 ans, quand d'autres préparent le bac, eux vont à l'usine 3 jours par semaine. Ils sont encore adolescents, mais leur quotidien ressemble à celui de n'importe quel autre ouvrier. Alors c'est de 7h et on finit à 4h. Il ne faut pas être en retard. Non, toujours à l'heure. Jimmy a 4 ans pour apprendre son métier de polymécanicien, façonner des pièces métalliques. Il est là depuis 12 mois et déjà, il gère seul son poste de travail. Ouais, là je me sens comme un poisson dans l'eau. J'aime bien voir en fait l'évolution de nos pièces au début, que c'est juste un bout de métal, finalement après on a peu à peu des pièces qui se forment quoi en fait. Donc c'est intéressant de voir ça quoi. Des petites pièces, mais essentielles. Ici, on assemble des imprimantes high-tech pour le monde entier. L'usine Polytype est une des championnes suisses de l'apprentissage. Sur 470 salariés, 90 apprentis. Un espace a même été spécialement construit pour eux. Comme les autres, Maxime a signé un contrat avec l'entreprise. Son salaire, 400 € par mois au départ, puis il augmente d'année en année. À partir de la 2e année, on a un salaire de base et après on a des qualifications tous les mois si par rapport à notre comportement, si on fait on travaille de bonne qualité. Et après on a des primes, ça peut monter jusqu'à 200 francs de plus. De quoi gagner plus de 1 000 € en 4e année. Ok Maxime, alors ces réglages, tu es encore pas au milieu et puis pas contre. Ça marche. Merci. Des formateurs pour encadrer, des salaires et des primes pour motiver, l'apprentissage coûte cher à l'entreprise. Alors, pas question de gâcher cet investissement. D'ailleurs, les programmes pour les apprentis sont très clairement définis par les branches professionnelles. Le directeur de la formation tient à nous le prouver. Alors, c'est une ancienne armoire à fusibles dans laquelle on cache un peu nos guides méthodiques. Un des classeurs, c'est les jeunes qu'on a vus là-bas au montage. Sur chaque page, une liste des connaissances à maîtriser. Chaque acquis est coché. Un vrai contrôle continu. L'entreprise a un engagement de formation envers ses apprentis. C'est exclu que quelqu'un nettoie des toilettes ou fasse ce genre de choses. Donc là, on a ce guide méthodique, il a droit à la formation. Je dirais que c'est un peu le fil conducteur, le fil rouge pour qu'il ait droit à cette formation. Un gage de réussite. Ici, rares sont ceux qui quittent le navire avant d'être diplômés. Maxime et Jimmy achèvent leurs 3 jours d'usine. Les 2 dernières journées de la semaine, ils vont les passer à l'école professionnelle. Ici, le voltmètre, vous le considérez comme une grande résistance, donc ce sera un circuit ouvert. OK ? Au menu, les bases théoriques, comme là, en électricité. Mais pas question d'une ambiance trop scolaire. Allez-y. Les exercices sont très concrets. Voilà. Vous avez combien ? 12. Vous avez 12 volts. Et puis maintenant, à la tension de sortie. Du coup, les jeunes se sentent plus concernés. Personne n'a l'impression d'être dans une formation de seconde zone.
Il n'y a personne qui est jugé par rapport à ça. Vous ne vous sentez pas inférieur? Pas du tout. Après, je pense que chacun ses choix et tout. Peut-être des personnes, elles préfèrent faire l'école. Peut-être les Français, ils sont plus à aller vers les études et tout ça, plus axés là-dessus. Et puis nous, les Suisses, on préfère bosser. L'apprentissage, véritable fierté nationale. Allez hop, on y va. Je vous laisse câbler. Si les jeunes, c'est clair, ils ont des fois des parcours un petit peu difficiles. À l'école, des fois c'est compliqué. Ils trouvent pas la finalité, un sens à leur vie. Et puis là, tout d'un coup, ils sont plongés dans un monde d'adultes qui va les responsabiliser. Et puis tout d'un coup, ils se disent, allez, ok, tac. Alors, je dis pas que tout le monde peut le faire. C'est pas gratuit. Il y a beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Mais les possibilités sont là. Au bout des 4 ans de formation, tout le monde s'y retrouve. Chez Polytype, la moitié des ouvriers a fait son apprentissage dans l'usine. Pour la direction, cette filière est la garantie d'une embauche réussie. Pas de mauvaise surprise avec le nouveau salarié. Il connaît la culture de l'entreprise, il connaît les processus de l'entreprise, il connaît les procédures, et il connaît les machines. Donc on peut très vite le mettre sur une machine ou dans un département de montage ou derrière un ordinateur pour du dessin, pour de la construction, et il va tout de suite comprendre ce qu'on attend de lui. On n'a pas besoin de passer par une phase de formation et d'introduction de ces collaborateurs-là. Un pari gagnant pour l'entreprise car certains apprentis ne s'arrêtent pas là. Matteo, 18 ans, est en fin d'apprentissage. 4 années qui lui ont redonné le goût des études. L'an prochain, il va passer la maturité, l'équivalent du bac. Je reprends des études en fait. Je vais faire une année de maturité, qui est un papier en plus en fait. Et puis après, avec ce papier-là, je pourrai aller encore plus loin en tant qu'ingénieur ou on verra pour la suite après. D'apprenti à ingénieur. En Suisse, ce n'est pas un rêve. Alain Berset, le patron de l'usine, en sait quelque chose. Il est lui-même ancien apprenti. Nous l'avons retrouvé sur le lac de Gruyère, où il aime se détendre le week-end. Apprenti ouvrier à 15 ans, directeur à 39. Un beau parcours réussi grâce à la formation continue. En Suisse, tous les salariés peuvent en bénéficier. On faisait jeudi, vendredi, samedi, toutes les 2 semaines, avec un diplôme à la fin du cursus. Ça m'a permis d'accéder à d'autres postes de direction, où aussi il y a de la finance, où on voit de la clientèle, où on fait de la stratégie, et ce qui m'a permis d'accéder au management de mon entreprise. Chaque année, près de la moitié des salariés suisses bénéficient d'une formation continue. Conquérir les sommets grâce à des passerelles tout au long de la vie professionnelle. Uli Bauer a démarré comme apprenti dans le commerce. Le voilà à la tête du pays, actuel président de la Confédération helvétique. Politique, entrepreneur, financier, le pays regorge de ses success stories. Qui confierait en France les clés d'une banque à un ancien apprenti? Pas grand monde. Eh bien, l'Union des banques suisses a choisi comme patron Sergio Ermotti, passé par l'apprentissage. Une réussite apportée de main de chacun dans chaque entreprise, comme chez Freitag. Cette entreprise suisse vend des sacs dans le monde entier. L'originalité, c'est qu'ils sont fabriqués avec des bâches de camions usagés. Succès fulgurant, Chers amis, comme celui de la patronne. Monica Walser, cette ancienne apprentie couturière, dirige au pas de course 160 personnes. Hoi. On a mon sac favorisé, surtout pour moi. Parce que, vous voyez, ça c'est un sac très confortable. Vous pouvez le mettre comme ça, ou même pour faire bicyclette. Des sacs créés grâce aux compétences techniques des salariés. Des salariés chouchoutés par leur patronne. L'ex-apprentie couturière n'a rien oublié des difficultés du métier. Je peux imaginer ce que tous les gens font ici. Et puis, je peux imaginer un peu combien de travail c'est. Je peux valoriser leur travail. Ça vous donne aussi un peu de respect pour ce que tous les gens ici font. Ce respect du travail manuel a permis l'émergence en Suisse d'une classe moyenne d'ouvriers, bien formés,
adaptées aux besoins des entreprises. Le ministre de l'économie et de la formation le dit sans tabou. Plus il y a de bacheliers, plus il y a de chômeurs. Selon lui, la recette du succès suisse est très simple. Une société dans laquelle chacun trouve sa place. Il y en a dans notre système tous les chemins possibles, la flexibilité du système offert à tout le monde d'arriver au niveau juste qui est le niveau soit formation professionnelle, soit formation académique. Dans ce modèle, une minorité de jeunes se dirige vers l'enseignement supérieur. L'État peut concentrer d'importants moyens financiers pour ces grandes écoles. À Zurich, l'école polytechnique, l'ETH, offre des conditions d'études grand luxe. Bibliothèque dans chaque bâtiment, ordinateur, le tout pour 500 € par trimestre. Mais l'école sait aussi choyer ses professeurs. Ce biogénéticien français est demandé dans le monde entier. Et si ce génie en jean basket est venu en Suisse, c'est parce qu'ici on lui donne les moyens de travailler très confortablement. J'avais une bonne idée de ce dont j'avais besoin. Et ensuite, j'ai présenté ça au président de l'ETH. J'ai expliqué pourquoi j'avais ces besoins, etc. Et il m'a donné le feu vert. Il n'a pas du tout été regarder le type de matériel que je demandais. Pas regardant non plus le président de l'école sur les salaires, ici, un professeur gagne entre 15 et 20 000 € par mois. De quoi recruter les meilleurs. Au fil des ans, Polytechnique Zurich s'est hissé à la 20e place du classement mondial de l'université de Shanghai. 17 places devant la première faculté française. Dans les laboratoires, des chercheurs du monde entier affluent. Il y a Clément, qui est français, Véronica, qui est espagnole, il y a Felipe, qui est brésilien. On a Pedji qui travaille ici, qui est de Singapour. Pour ce chercheur, impensable de quitter cet Eldorado scientifique. Personnellement, j'ai aucune perspective de retourner ailleurs. Je me plais très bien ici. Et je pense qu'en fait, on est bien parti pour rester très longtemps ici. Cela dit, évidemment, moi, comme je vous ai expliqué, étant passé par un système français, je ne peux pas m'empêcher de penser à mon pays, à mes collègues en France. Et évidemment, je me dis un jour peut-être qu'il y aura l'occasion de discuter, de faire valoir l'expérience que j'ai eue ou que j'ai en Suisse pour faire comprendre aux gens qu'il y a des paramètres qu'il faut changer. Aujourd'hui, on vient du monde entier pour comprendre la recette suisse contre le chômage. États-Unis, Inde, Angola, les délégations se succèdent. Ces Espagnols vont passer une semaine en immersion dans le pays. Bonjour, bienvenue. N'hésitez pas à vous servir un café. Le système de formation professionnelle est disséqué, afin de pouvoir transposer chez eux, plus tard, les règles d'un apprentissage réussi. La formation professionnelle doit aider le marché du travail, donc je crois que c'est une voie très importante pour améliorer les conditions de travail et pour réduire le chômage. La Suisse a su créer un modèle de formation à son image, encadré, mais jamais fermé. Un système pragmatique, une mécanique de précision dans laquelle chacun trouve sa place en fonction de ses compétences, mais où la liberté d'évoluer, de progresser, prime par-dessus tout. Cette étrange installation porte un nom bizarre. Tokamak. Pour faire simple, les scientifiques cherchent ici comment produire de l'électricité en récupérant la chaleur produite par une fusion nucléaire. Pourtant, nous ne sommes pas dans une centrale, mais dans une université. Ça se fait dans la milliseconde. L'école polytechnique de Lausanne, qui abrite l'un des 3 tokamaks expérimentés en Europe. Étudiants et scientifiques travaillent ensemble, main dans la main. Là,
Ce serpent de béton qui lézarde dans les vertes prairies du campus, c'est la bibliothèque de l'école polytechnique, imaginée par un architecte japonais. Le PFL, c'est près de 10 000 étudiants de 125 pays différents. À la fois une université, un laboratoire de recherche et un centre de développement pour start-up innovantes. Alors est-ce aussi cela le secret de la réussite suisse? Ces passerelles entre le monde du savoir et celui de l'industrie. Nous avons posé la question à François Garçon. Il est français, mais il connaît la Suisse comme sa poche, et notamment son système éducatif. Il n'a pas peur de dire que c'est un modèle, y compris au niveau financier. Est-ce que les frais pour les étudiants sont beaucoup plus élevés qu'en France? C'est un système d'enseignement supérieur qui est gratuit. J'entends gratuit, c'est-à-dire qu'on paye 900 € par année pour suivre des études dans un contexte qui est un contexte qui n'a pas d'équivalent en Europe. Je dis bien qu'il n'a pas d'équivalent en Europe, hormis quelques grandes universités anglaises. Mais je rappelle quand même que dans les grandes universités anglaises, les droits d'inscription sont de l'ordre aujourd'hui de 12 000 €. Je parle ici de droits d'inscription de 900 €. Donc, des moyens très importants mis à la disposition d'étudiants. Est-ce que la qualité de l'enseignement qui est dispensé en Suisse est comparable à la qualité de l'enseignement qui est dispensé en France? Alors, malheureusement pour la France, il est comparable à la France, c'est-à-dire que l'enseignement supérieur dispensé en France, comparé à celui qui est dispensé en Suisse, est totalement démonétisé. J'entends par là que dans cet établissement dans lequel nous sommes ce matin, cet établissement est classé comme étant la meilleure université en Europe, sur le continent européen, par le classement de Leiden. Vous remarquez que je n'ai pas cité le classement de Shanghai. Dans le Times Higher Education, c'est également considéré comme étant la meilleure université sur le continent dans le domaine des sciences de l'ingénieur et de l'informatique. Et c'est également la meilleure université sur le continent européen selon le critère les jeunes universités. Donc c'est une université, ici, qui démonétise toutes les universités françaises. Alors que la réputation des universités françaises est quand même de dispenser un enseignement de qualité. La réputation que revendiquent les universités françaises, c'est de dispenser une éducation de haute qualité. Le problème, c'est que cette revendication, elle ne recueille pas l'unanimité au plan international, puisque tous les classements, il y a aujourd'hui une quarantaine de classements, disent la même chose, le système français est totalement déclassé. Est-ce qu'il y a une différence d'approche dans la façon d'apprendre les choses aux étudiants en Suisse et en France? Alors, les différences d'approche sont majeures. La première différence qui me paraît la plus intéressante, la plus importante, c'est dans le mode de recrutement des profs. Les professeurs ici sont recrutés sur un planisphère et non pas, on ne recrute pas le régional de l'étape qui appartient à tel circuit mandarinal et qui est recruté par son prof. Ici, dans cet établissement, 60% des profs sont internationaux. 60% Donc des universités beaucoup plus ouvertes sur le monde. C'est des universités où les enseignants sont cosmopolitisés totalement. L'école polytechnique fédérale qui a une gradation en termes de recherche scientifique encore plus forte que cet établissement, il y a 65% de profs étrangers. Donc, ça veut dire que on a un système public, on a un système qui est financé par l'impôt et on a un système qui est totalement ouvert aux influences étrangères et où on cherche à recruter les meilleurs sur la planète, ce qui est très important. Alors, pour répondre à votre question, la qualité, c'est le souci d'aller chercher les meilleurs profs sur la planète et non pas les meilleurs profs du quartier. Mais ils vont être plus payés du coup qu'en France? Alors, si vous abordez la question de la rémunération et la question du salaire, c'est une question qui va mettre vos téléspectateurs en fureur, puisque ici, un prof à l'école polytechnique, comme à Lausanne, comme à Genève, à l'université de Genève et comme à Zurich, un prof gagne ici en moyenne 18 000 € par mois, c'est-à-dire à peu près 30% de plus que ce que gagne François Hollande, si je me fie à ce que je dis dans la presse. C'est exactement 3 fois plus que ce que gagne un prof en fin de carrière à la Sorbonne ou à l'école polytechnique. Mais pour être bien précis quand même, donc les profs sont mieux payés, les universités sont plus ouvertes sur le monde. Elles sont gratuites. Elles sont gratuites. Comment ils font? Le secret, il est où?
les entreprises qui donnent de l'argent? Alors non, le secret, il est où? Le secret, c'est que l'État suisse, les citoyens suisses, que je rappelle quand même qu'il y a une implication extrêmement forte de la population suisse, des contribuables suisses dans le fonctionnement de leur société, à travers toute une grande quantité d'appareils, sont favorables à ce système éducatif, sont favorables à ces investissements qu'ils considèrent comme étant vitaux pour la prospérité du pays. Ça n'est pas un gaspillage, ça n'est pas une fantaisie concédée aux enfants de la classe moyenne, c'est véritablement un investissement, et cet investissement est confié aux meilleurs, et aux meilleurs on considère qu'ils sont sans doute à rechercher sur une palette internationale. Mais est-ce que le côté petit pays, donc petit nombre d'étudiants, joue aussi dans la qualité que l'on peut apporter à l'enseignement? Alors, pour relativiser un petit peu. C'est vrai que la Suisse, c'est quand même 8 millions d'habitants, donc ça n'est pas la principauté de Monaco ni Andorre. C'est un pays qui a la superficie de la PACA, c'est un pays qui a la superficie du Bade-Württemberg, c'est un pays qui est aussi peuplé que la Suède. Donc c'est contrairement à l'image qu'on peut avoir, c'est quand même une puissance moyenne. C'est une puissance moyenne. Je pense que la superficie joue, la population relativement restreinte joue aussi, mais je pense qu'il y a des petits pays qui sont remarquablement mal gérés. Celui-là, c'est un pays de taille moyenne qui est remarquablement bien géré. Voie 70, Régio Express, pour Puy-Touchet, Palais, Albert, Rouen, départ, 17h. C'est impossible de se promener en Suisse sans tomber sur un de ces panneaux électoraux. Votez oui, votez non. Les Suisses sont consultés tout le temps et sur tous les sujets. Et le plus incroyable, c'est que cet exercice quasi permanent de la démocratie, eh bien, il fonctionne parfaitement. Là encore, les Suisses nous montrent l'exemple. Reportage de Jérôme Tournier et Didier Dahan. À l'image de nombreux Helvètes, Fabienne Voka est une citoyenne très punchy. Boxeuse à ses heures, capable de frapper fort, comme de mobiliser les habitants de sa ville, Zurich, contre certains projets de la municipalité. En février 2013, le Parlement de Zurich, l'équivalent de notre conseil municipal, adopte à une écrasante majorité un projet de nouveau stade de foot. Ce projet, c'est une arène de 19 500 places destinée à accueillir les matchs du FC Zurich et des Grasshoppers. Montant 175 millions d'euros. Seulement, il y a déjà un stade à Zurich, rénové en 2008 avec l'argent du contribuable pour 190 millions d'euros. Et pour Fabienne Voka, c'est amplement suffisant. On a déjà ce stade, mais les fans y trouvaient qu'il n'y avait pas assez d'atmosphère ici, donc il fallait construire un deuxième stade. Le problème du deuxième stade est qu'il devait être financé à 100% par les citoyens. Donc on ne voyait pas pourquoi c'était aux citoyens de payer entièrement un stade de foot pour des professionnels. C'est pas possible qu'on investisse un tas d'argent comme ça lorsqu'on a tellement d'autres devoirs qu'on dit on n'a pas d'argent. Pour cette citoyenne engagée, il y a d'autres priorités, comme le logement social par exemple. Elle décide donc avec une cinquantaine de Zurichois de tous bords politiques de lancer un référendum. Appelés à se prononcer dans les urnes en septembre dernier, les Zurichois votent contre le nouveau stade et annulent ainsi la décision du Parlement. Ça veut bien dire que notre système y marche et puis que c'est possible que les citoyens y tournent une décision qui a été prise par le Parlement. La démocratie directe en Suisse permet à la population de contrôler les élites et de s'assurer que le Parlement ne vote pas n'importe quoi, n'importe comment. Cette épée de Damoclès, les parlementaires ne la craignent pas, bien au contraire.
On sait que c'est le peuple qui a toujours le dernier mot, mais on n'a pas peur de cela, au contraire. Ça donne une possibilité au peuple de réagir. Nous, on apprécie bien sûr d'avoir du pouvoir en tant qu'élus de la ville, mais on ne souhaiterait pas en avoir davantage. La menace permanente d'une sanction populaire conduit les élus à faire de la politique autrement et à réfléchir à 2 fois au moment de voter. Ça favorise le débat. Ça oblige à développer un argumentaire solide. Et ça conduit à des compromis permettant de dégager des majorités. Pour ça, il faut mettre en avant les meilleurs arguments. Dans la Confédération, les pouvoirs conférés au peuple sont grands. À tout moment, les citoyens peuvent venir mettre leur nez dans les affaires du pays. Que ce soit au niveau communal, cantonal, la Suisse c'est 26 cantons, 26 États indépendants dotés chacun de leur constitution, ou encore au niveau fédéral pour les décisions qui engagent la nation. Les Suisses votent sur tout, sans tabou, et ils sont souvent bien moins conservateurs qu'on ne pourrait l'imaginer. Ainsi, les Vaudois, en 2012, ont légalisé le suicide assisté, même dans les établissements médicaux spécialisés. Une initiative largement plébiscitée. Au plan fédéral, les Suisses n'ont pas hésité à dire oui dès 2008 à l'usage du cannabis thérapeutique. Sur le plan des mœurs, la prostitution est légale en Suisse. Et à Zurich, la population a voté cette année pour ces drive-in du sexe, des box pour voitures où les clients viennent rencontrer les prostituées. Les Suisses savent aussi se montrer très responsables. En 2012, alors qu'ils n'ont que 4 semaines de vacances, ils ont dit non à 2 semaines de congés payés supplémentaires. J'ai voté non. Pourquoi? Alors, vous savez, on vit en symbiose complètement avec la France ici à Genève. On entend tellement parler des 35 heures, que c'est le marasme, c'est tout. J'étais sûre que les Suisses allaient voter contre. On a tout intérêt à travailler davantage. Ça créerait aussi du travail et j'ai beaucoup de peine à comprendre que les Français aient tellement envie de vacances, de repos et de congés. La démocratie populaire en Suisse remonte au XIIe siècle, avec la tradition des Landsgemeinde, les assemblées de citoyens qui se réunissent pour voter à main levée sur la place du village. Cette pratique subsiste encore aujourd'hui dans 2 cantons, comme ici à Glaris. Une fois par an, les citoyens se rassemblent et ils adoptent à main levée chaque texte de loi et chaque désignation d'élus. Aujourd'hui comme hier, en Suisse, la démocratie populaire commence toujours dans la rue. Qui veut signer pour le référendum contre l'avion de combat? Qui veut signer pour le référendum? En ce moment, les militants d'une organisation pacifiste récoltent des signatures contre l'achat d'un nouvel avion de combat. Ils doivent en récolter au minimum 50 000 pour pouvoir lancer un référendum. Pas besoin de dépenser tout cet argent pour des choses inutiles. On est neutre. En Suisse, chaque jour, des centaines de personnes prennent le temps de signer, même sous la pluie. Signer, c'est un acte citoyen, fondateur en démocratie. Il y a 20 ans, moi aussi, j'ai collecté des signatures dans un petit village pour m'opposer à l'achat de l'avion de combat F-18. C'est du gâchis d'argent public, de ressources humaines, d'intelligence et de matières premières. On n'a pas besoin de ça. Au nom de la démocratie, ici, on a même le droit de s'attaquer à un pilier de l'État, la défense nationale. Ces pacifistes militent pour une Suisse sans armée, ce qui ressemble à une provocation dans un pays où chaque homme est aussi un soldat jusqu'à l'âge de 30 ans. Ils n'en sont pas à leur première campagne. Et même si aucune n'a abouti dans les urnes, ils estiment quand même avoir fait avancer leurs idées.
Il y a 4 ans, nous avions déjà lancé une initiative contre de nouveaux avions de combat pour que la Suisse n'en achète plus jusqu'en 2019. Après avoir collecté le nombre de signatures requis, le gouvernement a décidé de repousser ces achats d'avions. On a donc retiré notre initiative. C'est bien la preuve que la pression de notre organisation a fonctionné. Aujourd'hui, les pacifistes repartent en campagne. Car le Parlement fédéral vient de remettre le sujet sur le tapis. Alors, ils se sont remis à collecter des signatures contre l'achat d'un nouvel avion de combat. Chaque formulaire va être envoyé dans la ville où est inscrit le signataire, car chacun fait l'objet d'une vérification scrupuleuse par les services communaux, comme dans ce département de la municipalité de Zurich. Voilà les signatures que nous venons de recevoir. Ici, on vérifie l'identité et l'inscription des signataires sur les listes électorales de la ville. Chaque signature valide est certifiée pour éviter les doublons. Si une personne signe 2 fois en faisant la recherche dans la base de données, ça apparaît immédiatement. Ce service emploie 8 agents municipaux chargés de vérifier en moyenne 150 000 signatures par an. La vérification coûte de l'argent, mais c'est le prix à payer pour le bon fonctionnement d'un système cher aux Suisses et pour une démocratie apaisée. Pour un politologue de l'Université de Genève, c'est assurément un investissement utile. La démocratie directe en Suisse, c'est vraiment un instrument qui permet aux citoyens et citoyennes d'exprimer leurs préférences sur des objets concrets. Dans d'autres pays, le seul moyen d'exprimer son opinion politique, c'est d'élire des représentants. En Suisse, on élit des représentants, mais en plus, on a la possibilité de s'exprimer sur les objets concrets. Et ça, les gens... dans la rue, dans les autres pays. Oui, mais dans la rue, c'est quand même beaucoup moins efficace. Et puis c'est beaucoup plus conflictuel, ça coûte beaucoup plus d'argent. Là, quelque part, on règle le problème en amont. Et de fait, il y a beaucoup moins de manifestations dans la rue en Suisse parce qu'on a l'occasion de s'exprimer via la démocratie directe. La démocratie directe, c'est aussi la possibilité pour le peuple d'introduire de nouvelles lois en lançant des initiatives populaires. Pour qu'elles soient soumises au vote, ces initiatives doivent recueillir au moins 100 000 signatures. Le dépôt des signatures à la chancellerie fédérale est un événement largement médiatisé. L'UDC déposait ce matin à Berne son initiative populaire sur la criminalité étrangère. Depuis quelques années, c'est l'UDC, le Parti national conservateur, premier parti de Suisse qui dépose le plus d'initiatives. Il connaît des succès retentissants sur des sujets aussi sensibles que le renvoi des étrangers criminels, assimilés à des moutons noirs, ou l'interdiction de la construction de minarets, alors que l'islam est aujourd'hui la 3e religion du pays. En 2009, un tribun de l'UDC squatte les plateaux télé. Je prends certaines utilisations de ce minaret, par exemple dans le discours de ce Premier ministre. Moi, je veux dire, là, vous citez oui, soyons clairs, il dit ce sont nos baïonnettes. Alors, s'il veut planter des baïonnettes quelque part, qu'il le fasse dans son pré carré à lui, mais j'ai pas tellement envie qu'il le fasse chez nous. Et c'est cette suspicion que nous avons. Nous avons, quelque part, la crainte que ce soit simplement la pointe visible de quelque chose que nous ne contrôlons plus après. Donc, nous donnons Esther Mamar-Bachi est la présentatrice vedette d'Infrarouge, une émission de débat politique diffusée chaque semaine en prime time sur la RTS, la télévision suisse romande. Ça, c'est une vraie question. Dans son émission, il n'y a pas de tabou. On doit pouvoir parler de tout avec tout le monde. Je ne pense pas du tout qu'on fasse, si vous voulez, le lit du populisme, mais c'est vrai qu'on montre à l'image des gens qui savent s'exprimer. Et parfois, parmi les populistes, il y a des gens qui savent particulièrement bien s'exprimer. Mais je pense que l'important dans le débat, c'est surtout de véhiculer des idées différentes, de confronter les idées, puis après, libre au téléspectateur de faire son choix. En Suisse, il y a aussi des bonnets rouges. Mais ici, ce sont les jeunes socialistes. En novembre dernier, ils défendaient une initiative populaire, la 1-12, pour limiter les écarts salariaux en entreprise dans un rapport de 1 à 12. Avec une initiative 1-12, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez relever les bas salaires.
Mais le plus étonnant à constater, quand nous avons filmé leur réunion de militants, c'est qu'ils avaient invité un orateur totalement opposé à leurs idées, un membre de l'UDC, la droite radicale. Je dois dire que cette initiative 1-12, elle entraînera un nombre d'effets pervers et mettra encore plus de pression sur les bas salaires. Dans le pays, on croit aux vertus du débat contradictoire. Mais c'est pas vrai. En mettant une personne favorable et une personne qui est défavorable à l'initiative, on enrichit en fait nos membres en arguments pour qu'ensuite sur le terrain ils sachent faire face en fait aux différents arguments qu'on peut leur avancer. Ils se prêtent volontiers au jeu, les opposants. C'est le jeu politique finalement en Suisse parce que je crois que même si on est des politiciens et qu'on ne partage pas du tout les mêmes points de vue, on s'entraide quand même parce qu'on veut tous le succès de la Suisse. Les électeurs suisses sont régulièrement sollicités, 4 fois par an en moyenne. Et le taux de participation s'en ressent. Alors, il faut faire le show pour mobiliser les citoyens. Pour faire parler d'eux, les jeunes socialistes s'en prennent au patron de la banque UBS. Ils révèlent au public qu'il gagne 250 fois plus que son employé de base. C'est pour faire réagir sur un sujet qui est resté tabou pendant plusieurs années, c'est-à-dire les salaires. Il n'y a aucune transparence actuellement en Suisse sur les salaires et on aimerait aussi, avec la 1-12, faire changer ça. Et même si elle ne passe pas, on aura réussi à faire prendre conscience au peuple suisse des inégalités salariales. Un mois avant la date du scrutin, le matériel électoral est expédié aux électeurs. Ils vont voter sur l'initiative 1-12 pour des salaires équitables, mais aussi sur d'autres sujets qui concernent aussi bien le pays que les cantons ou les communes. Dans ce petit village du canton de Neuchâtel, ils vont pouvoir s'exprimer sur pas moins de 8 sujets différents. Christophe Imbaud est français, établi depuis 7 ans avec sa famille en Suisse. Lui aussi a reçu du matériel électoral. Voici comment se compose une enveloppe électorale. Neuchâtel est l'un des cantons qui offre aux étrangers le droit de vote au niveau communal et cantonal. Un formidable vecteur d'intégration, selon Christophe. C'est comme un conseil familial. Si, lors d'une grande décision familiale, personne ne vous demande votre avis, est-ce que vous vous sentez intégré dans la famille? Tout simplement non. On se sent intégré à partir du moment où on peut s'exprimer. Quelque part, si on veut le voir très basiquement, j'ai le droit de payer mes impôts, mais j'ai aussi le droit de m'exprimer sur le fonctionnement du canton et de la commune. Encore mieux, Christophe a aussi le droit d'être élu aux instances de la commune. Depuis 1 an, il est conseiller municipal. Le PV de la dernière séance, après des remarques de votre part. Le soir, après son travail, il s'investit dans les affaires du village. Chaque commune a besoin des chiffres des autres communes pour savoir où on va. On me donne des droits, mais j'ai aussi des devoirs. Et j'ai la chance justement d'être mis un peu sur un pied d'égalité avec la population d'Ange, donc il doit y avoir un retour. Et ce retour, ça a été mon engagement auprès de la commune. Peut-être vous faire sourire, mais je fais partie de la commission de naturalisation de la commune. Donc pour naturaliser les étrangers, bien sûr, parce que les choses sont quand même bien faites, je n'ai pas le droit de statuer sur mon cas. Mais voilà, ça prouve que même si je suis étranger, on me fait confiance. Jour de votation. Dès 6 h du matin, dans la capitale du canton de Neuchâtel, on commence à dépouiller automatiquement les votes par correspondance grâce à ces machines. Plus de 8 électeurs sur 10 envoient leur bulletin par la poste plutôt que de se déplacer au bureau de vote. Ce n'est pas le cas de Christophe. Fier de son droit de vote, il veut montrer l'exemple. C'est important. Ma fille est là aussi pour voir un peu comment ça se passe, comment ça se déroule. Et il tient à glisser lui-même son bulletin dans l'urne. Midi, heure de fermeture des bureaux de vote. On va juste attendre une voiture. On compte encore une fois. On commence à dépouiller. Pour la 1-12, l'initiative des jeunes socialistes, c'est l'heure de vérité.
Pour l'objet numéro 1, qui est la votation fédérale 1-12, nous avons 54 oui, et 71 non. Voilà. Les habitants du village ont donc dit non à la 1-12. Ils ont voté comme l'ensemble du pays. On vient à présent au vote le plus surveillé à l'étranger. L'initiative 1-12 visant à limiter les salaires des dirigeants est balayée par les citoyens. Près de 2 votants sur 3 la refusent. Tous les cantons refusent le texte. En moyenne, seule une initiative populaire sur 10 est acceptée. Mais qu'importe, ce qui compte, c'est que le peuple ait toujours le dernier mot. Et quel que soit le résultat, au final, c'est toujours la démocratie qui gagne. Avec une économie dynamique et une démocratie apaisée, on comprend assez facilement pourquoi la Suisse est aussi attractive. Chaque jour, 150 000 Français traversent la frontière pour venir travailler ici. A priori, c'est du gagnant-gagnant. Les Suisses offrent les emplois, nous offrons nos bras et nos compétences. Mais les choses, vous allez le voir, sont beaucoup moins simples qu'il n'y paraît. Reportage de Maud Gangler et Joseph Allais. Bien avant l'aube, elle quitte sa maison du Doubs. À 4h55 précisément, la vie de Françoise est réglée comme une montre suisse. Bonjour. À 5h10, elle attrape le bus de ramassage de sa société. À 5h45, elle passe la frontière. Une vie de frontalière. 1 heure de trajet pour, au bout du compte, à 6h du matin, embauchée dans une usine d'instruments dentaires. Elle y est magasinière depuis 9 ans. Allez, on y va. 62-63. Hop là. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, bonjour. L'entreprise Maillefer a été fondée il y a plus de 100 ans par un Suisse. Des Suisses qui, aujourd'hui, ne se bousculent pas dans l'atelier. Claudette est frontalière. La dame, là, elle est frontalière. Pierrette, frontalière. Et la nouvelle, elle s'appelle comment, la nouvelle? Hélène. Hélène, elle aussi est frontalière. Sur 900 employés, pas moins de 600 sont français. Et ils sont contents d'être là. Heureusement que nous avons la Suisse pour travailler. Hein, parce qu'ils embauchent. On a toujours des tas de commandes. Tant mieux pour nous. Pourvu que ça dure. En Suisse, le taux de chômage est de 3%, le plus bas d'Europe. Et à l'usine, les carnets de commandes sont pleins. Pour le patron, français lui aussi, il serait difficile de recruter de la main-d'œuvre s'il n'y avait pas les frontaliers. En période de plein emploi en Suisse, les gens ont tendance à se tourner vers des métiers du tertiaire, le secteur des services essentiellement. Donc il y a quand même un fort besoin de personnel de production et donc c'est en France que ce personnel est disponible et bien formé. En clair, les Suisses tourneraient le dos aux métiers réputés ingrats pour la plus grande joie des frontaliers français. Une centaine d'entre eux devraient être recrutés prochainement par la société. 17h30, Françoise est de retour dans la maison qu'elle vient de rénover. Des travaux qu'elle n'aurait pas pu s'offrir quand elle travaillait en France. Alors c'était quoi votre salaire à l'époque en France? 919 €. C'était le SMIC de l'époque? Oui. Et aujourd'hui, c'est quoi votre salaire? 2900 €. C'est une différence. Ouais, il y a 2000 € de plus. De quoi financer toutes sortes de projets. La première chose, c'était de refaire ma cuisine. Je me suis fait vraiment plaisir. Grâce au salaire de frontalière? Ah oui. J'ai pas regardé pour ma cuisine. Allez, tout le monde à table! Allez, à table! Et elle n'hésite pas à inviter du monde. Sa famille compte de nombreux frontaliers, plutôt satisfaits de leur sort. On a quand même un niveau de vie meilleur, parce que j'ai travaillé aussi en France. Hein. J'ai travaillé 7 ans en intérim, donc j'ai bien vu la différence. Donc ça m'a permis, en traversant la frontière, d'acheter ma maison.
Un niveau de vie supérieur qui suscite des envies chez les non-frontaliers. Moi, je voudrais bien passer la frontière. Même limite, là, j'ai un CDI. Je crois que je vais même arrêter sur le champ et puis vraiment me démerder avec mes CV, avec ce que je sais faire, à repasser la loi. Une Suisse qui aurait des airs d'Eldorado. Près de 150 000 frontaliers français y sont employés et des milliers d'autres cherchent à les imiter. Michel Berthomeu en sait quelque chose. Ce franco-suisse, à la tête d'un cabinet de recrutement, voit affluer les demandes. Voilà, depuis hier, on a reçu ça. C'est impressionnant. En gros, c'est entre 250 et 300 CV par jour. Et c'est quoi le pourcentage de Français 80%. Bonjour, Michel Berthomeu. Alors forcément, il n'y a pas de place pour tout le monde. Par exemple, dans le domaine du transport, où cet homme aimerait travailler. Il y a des postes, mais il y a beaucoup de gens qui cherchent. Donc c'est pas aussi simple que ça. Simplement, je vous cache pas qu'aujourd'hui, des gens qui ont le permis de grutier, j'en ai 130 et qui n'ont pas de travail. D'accord. Je vous donne juste ce chiffre-là. Hein. Les candidats défilent toute la journée. Merci d'être venu. Ils viennent de plus en plus loin, de la France entière, prêts à tout pour rallier ce qui leur apparaît comme une terre promise. Ce jeune chômeur recherche un poste d'électricien et il est plus que motivé. Vous habitez où? À Champagnole, enfin vers Champagnole. Champagnole, c'est pas forcément la porte à côté. 200 km aller-retour tous les jours. Vous avez des amis qui travaillent en Suisse? Un cauchemar annoncé dont il ne semble pas avoir conscience. Vous avez fait le calcul du nombre au niveau des trajets, le nombre d'heures de... C'est à peu près 1h30 l'aller, 1h30 le retour. Ouais, donc ça fait 3 heures en plus quand il n'y a pas la neige. En rajoutant les 43 heures, ça fait quand même beaucoup plus d'heures que si vous travailliez en France et que vous étiez dans le village d'à côté pour aller travailler. Hein. Il faut tenir compte de ça, on gagne plus, mais d'un autre côté, ça fait beaucoup d'heures de plus pour venir. Là, on a des gens qui viennent de loin en pensant qu'ils vont trouver, entre guillemets, un Eldorado en Suisse qu'ils ne vont pas forcément trouver. La réalité n'est pas toujours celle imaginée. À Genève, les dizaines de milliers de frontaliers connaissent l'enfer des bouchons. Comme Émilie, une ancienne infirmière parisienne. Chaque matin, elle met 1h30 pour faire 30 km. Comment vous le vivez, ça, une Parisienne qui se retrouve dans les bouchons? Disons que du coup, j'ai de l'entraînement. Mais oui, je le vis un peu mal parce que c'est ce que j'avais quitté. Des soucis qu'elle préfère garder pour elle une fois passée la frontière. Là, si j'arrive au travail et que je dis voilà, que ça roulait mal ce matin, je vais forcément avoir un collègue ou deux qui vont me dire si t'es pas contente, t'as qu'à travailler chez toi. On nous rappelle régulièrement quelle est notre place. Une place que, selon elle, les Suisses ne prendraient pour rien au monde. On occupe beaucoup de postes que jusqu'à présent les Suisses ne voulaient quand même pas occuper. À savoir les postes de la santé, les postes du BTP, les postes de la sécurité. C'est quand même des milieux dans lesquels on trouvait peu de travailleurs suisses parce que c'est des milieux un peu dégradants, entre guillemets, pour eux. Il y a des fois on dit ah non mais ça c'est un boulot de français. Un boulot de français mais avec un contrat suisse. Et ça change tout. En moyenne, 42 heures de travail par semaine et pas 35. 4 semaines de vacances au lieu de 5. Et pas de RTT. Depuis qu'Émilie est passée à l'heure helvétique, la vie est plus dure. Émilie ne rentre jamais chez elle avant 19 heures au minimum. Qui est là? Maman. Ça va, maman? Elle retrouve ses 3 enfants. Gérald, son mari, lui aussi frontalier, et sa mère, qui vient de Paris 1 semaine sur 2 pour garder les enfants. C'est l'heure de se préparer. Une aide précieuse qui lui permet de faire des économies. Elle est à l'école toute la journée. Car si sur le papier les salaires du couple sont très confortables, 6 000 € net, les frais sont importants. Essence, péage et surtout la couverture santé, faute de sécu française. Il y a aussi les frais de garde, car mamie n'est pas toujours là.
On n'est pas dans l'idée reçue du frontalier très à l'aise, qui a une grosse voiture, une très grosse maison et tout. Voilà. On n'est pas à plaindre, on ne se plaint pas d'ailleurs, mais on n'est pas dans l'opulence. Pour ce couple, l'idéal serait que l'un travaille en Suisse, l'autre dans la région. J'espère que je vais venir retravailler en France à moyen terme. Pour des raisons familiales, vraiment, parce que profiter des enfants, ça n'a pas de prix. et puis parce qu'on aura vraiment moins de frais et que, voilà, on aura vraiment plus d'avantages à avoir un statut mixte, en tout cas. Ça y est, tu pars? Ouais, j'y vais. En attendant, c'est au tour du mari d'Émilie, Vigile, d'aller travailler toute la nuit. D'accord. Bonne nuit. Allez. Au revoir. À Lausanne, c'est par bateau que les Français d'en face débarquent. Des Français souvent moqués par les Helvètes pour leurs petits et gros travers. Au journal Le Matin Dimanche, le dessinateur Philippe Béclin en a fait son thème de prédilection. Bonjour. Et la pointe de son feutre est pour le moins acérée. Avant toute chose, le Français est râleur. Vas-y, avance qu'on a français. Râleur et pleurnichard. En France, si les gens râlent, c'est qu'ils savent qu'en râlant, ils auront quelque chose, quoi. Et s'ils râlent ici, ils auront quoi? Rien. La porte? La porte, peut-être. Il y a un autre défaut qui horripile les Suisses. Une question, c'est notre vivacité d'esprit, notre côté branché, notre bon goût et notre culture que vous prenez pour de l'arrogance, quoi. Je pense que c'est un des clichés qu'on a sur les Français, c'est quand même l'arrogance. Arrogant et pas polyglotte pour autant. Il y a l'ironie douce et l'ironie amère, qui n'est parfois pas très loin de la xénophobie. Dans le canton de Genève, par exemple, où le taux de chômage est presque 2 fois plus élevé que dans le reste de la Suisse. Et comme les frontaliers français sont 2 fois plus nombreux qu'il y a 10 ans, les boucs émissaires sont vite désignés. Certains hommes politiques surfent sur ce ressentiment, comme Eric Stauffer. Il est le leader du MCG, le mouvement citoyen genevois. Absolument. Alors ça, c'est l'expression du ressenti de la population genevoise. C'est vous en avez marre, trop de frontaliers, parce qu'il y a trop de frontaliers, ça c'est une évidence, trop de délinquants. Quand on passe vite, on a l'impression que frontalier égale délinquant en fait. Je vous laisse responsable de vos propos. Eric Stauffer est en campagne pour l'élection parlementaire du canton. Son leitmotiv, réserver les emplois aux résidents. Vous savez que je suis maire de la ville d'Aunay, 160 employés, une vingtaine d'engagements par année, dont des apprentis. J'ai toujours engagé des résidents et j'ai toujours trouvé des résidents. Qu'est-ce que vous attendez, vous, du parti d'Eric Stauffer? Qu'est-ce que vous voudriez, vous? Donne un grand coup de balai. C'est-à-dire? Qu'il nettoie. Dehors. Retour maison. Une position qui est loin de faire l'unanimité. Et je trouve que c'est haineux, mais moi je ne choque pas en attisant la haine. Mais nous n'attisons absolument pas la haine. Ou attiser la haine. Les frontaliers payent des impôts à Genève. Mais monsieur, allez vous présenter en France. Vous allez défendre les frontaliers, moi je veux continuer à défendre les Genevois. Je ne veux pas défendre les frontaliers, je défends tout le monde qui travaille ou qui vit dans ce canton. C'est bien. Voilà, au revoir, merci, la démonstration est faite, votre discours est vide. Le lendemain matin, nous retrouvons Eric Stauffer à quelques heures du verdict. Aux dernières élections du Parlement cantonal, le MCG avait obtenu 14% des suffrages. Les premiers résultats viennent de tomber. Dans le camping-car du parti, c'est l'euphorie. Avec 19% des voix, le parti anti-frontalier est le grand gagnant du scrutin. Il arrive en deuxième position et ravit 3 nouveaux sièges de députés. Une victoire qui reflète une exaspération, celle de certains Suisses à l'égard des frontaliers. Des habitants en colère, il y en a aussi de l'autre côté de la frontière. Des Français cette fois, qu'on a moins l'habitude d'entendre. À 8 km de Genève, Ferney-Voltaire. 9000 habitants, dont environ 1000 Suisses,
au pouvoir d'achat forcément plus élevé. Et ça crée des tensions. Pour le maire, le principal sujet de crispation, c'est l'immobilier. Il y a une bonne partie de Genevois ou d'étrangers qui travaillent dans les organisations internationales qui achètent les logements. C'est ce qui provoque d'ailleurs une certaine inflation au niveau du prix du logement, puisqu'ils se vendent actuellement entre 5 500 et 6 500 le mètre carré. 6 500 € le mètre carré, des prix de région parisienne, mais qui restent bien moins élevés que les prix genevois. Pour les Suisses, un bon plan. Pour les non-Suisses, un cauchemar. Johanna et Dorian sont des Français non frontaliers. Ils travaillent tous deux au théâtre de Ferney, mais ont dû s'installer à 30 km de là. Rien ne les démoralise davantage que les vitrines des agences immobilières. Repère. Le petit 3, 2100 €. Ah ouais, le T3, 2100. Voilà. Ferney Voltaire, donc sur place, en T3 à 1340 €. Plus Voilà, 160 de charge, donc c'est 1005. Ouais, c'est ça qu'il nous faudrait. C'est ça qu'il nous faudrait. Ouais. Oui, voilà. Nous, ce qui nous fait un peu de la peine, c'est qu'on est dans des situations stables, voilà, en emploi en CDI, avec un revenu correct, et d'être dans des difficultés de précarité au niveau du logement. Moi, je trouve là où il y a de l'abus, c'est au final, c'est quand même les propriétaires qui s'en mettent plein les fouilles, qui se permettent de pratiquer des prix qui éliminent le français moyen, parce qu'ils savent que derrière, il y aura un Suisse qui aura absolument aucun problème à trouver, à pouvoir payer le loyer. Et ce n'est pas tout. Le marché de Ferney-Voltaire serait l'un des plus chers de France. Les râleurs, qu'il ne faut jamais beaucoup pousser, s'en donnent à cœur joie. Bonjour. Et sur tous les sujets. Bonjour, c'est scandaleux ce que vous voulez faire. Ben oui, bonjour. Bonjour, c'est scandaleux votre avenue du Jura. Ben oui, mais allez voir les plans, allez voir ce qu'ils veulent faire là. Une autoroute. Non, c'est pas une autoroute. Bien sûr que si. Non, pas du tout. Donc on favorise le passage des Suisses. Et non, des frontaliers. Des frontaliers, voilà, exactement. Voilà. Donc ça va être une autoroute en plein Ferney, et nous on va être une plateforme routière. Non. C'est scandaleux. Au revoir. C'est compliqué de ne pas opposer les personnes pour des questions déjà de revenus, parce qu'il y a des revenus qui sont extrêmement différents si vous travaillez sur France ou si vous travaillez sur Suisse. Et puis il y a aussi le fait qu'on a un petit peu l'impression d'être colonisé. Donc il y a toute une partie d'habitants, d'anciennes habitantes, cette dame est une ancienne habitante, qui ne s'y retrouve pas. Un sentiment de colonisation, comme si les Suisses pouvaient tout s'offrir avec leur argent. Et pas seulement de belles maisons, de la matière grise aussi. Au cœur du massif du Jura, Morteau. Ici, les entreprises horlogères sont nombreuses. Au lycée de la ville, la filière horlogerie est l'une des plus réputées de France. Ces jeunes préparent le prestigieux diplôme des métiers d'art, la crème de la crème. Et puis les autres, on continue la restauration, que ce soit la montre ou la pendule. Ça marche? Voilà, c'est parti. Un enseignant aux petits soins, des salles de classe spacieuses. La France met les moyens pour former ses futurs talents. Mais ce n'est pas elle qui en profite. Qui est-ce qui va aller travailler en Suisse parmi vous? On est amené à travailler sur des belles pièces. Il n'y a qu'en Suisse qu'on peut trouver ce genre d'offres aussi d'emploi, parce que la Suisse, c'est quand même le bassin horloger. Et donc, c'est des grandes marques, toutes les grandes marques sont là-bas. Et toutes les belles pièces sont là-bas aussi, quoi. C'est vraiment un rêve, quoi. La Suisse recrute chaque année la quasi-totalité des élèves de cette école. Quant à l'artisanat horloger français, il poursuit son déclin. On a des horlogers qui étaient extrêmement compétents, qui sont encore extrêmement compétents bien sûr, mais qui disparaissent, qui arrivent à l'âge de la retraite. Et c'est des affaires qui tournaient très très bien et qui ne sont malheureusement pas reprises faute de repreneurs. Parce que les jeunes... Les jeunes boudent un petit peu l'artisanat française. Pour la Suisse. Voilà, pour la Suisse. Alors la Suisse, avec sa prospérité, serait-elle nocive pour ses voisins? À l'aéroport de Bâle-Mulhouse, le seul au monde qui soit binational,
nous allons rencontrer un sénateur qui pense exactement le contraire. Si Jean-Marie Bockel nous a donné rendez-vous ici, c'est parce que sur les 6000 employés de la plateforme aéroportuaire, les 2/3 sont français. Là, on s'approche de la frontière. D'ailleurs, il y a tout de même un drapeau suisse qui nous indique que nous allons passer en Suisse. Là, on est en France, mais là, on passe en Suisse. Pour lui, la Suisse apporte une bouffée d'oxygène à son département. En conjoncture difficile particulièrement, 30 000 personnes, voire plus, qui tous les jours vont travailler en Suisse en étant bien payés. C'est bon pour les commerces, pour les services, pour le bâtiment, parce qu'ils ont construit leur maison également. C'est donc un amortisseur de chômage considérable, considérable. Et une contribution au pouvoir d'achat, au développement économique, qui n'est quand même pas marginal. Si demain matin, les 30 000 personnes ou un peu plus qui vont tous les jours travailler en Suisse se retrouver sur le marché français, ce serait une véritable catastrophe économique et sociale. Au final, la France et la Suisse, c'est un peu comme ces vieux couples qui se chamaillent toujours. S'ils résistent aux années et ne se séparent pas, c'est par intérêt bien compris. Alors, entre les deux rives du lac Léman, faudrait-il tout jeter du côté français pour sublimer les prouesses du versant suisse? Non, bien sûr. Dans ce décor ouaté de cartes postales, il y a le secret bancaire qui fait encore tâche, le prix de la santé, le coût de la vie qui empêche 3 Suisses sur 4 d'accéder à la propriété. Mais dans ce pays qui ressemble à un village, on a toujours choisi d'affronter la réalité en face. Et pour régler les problèmes, de les régler en se parlant. Les Suisses n'ont pas vraiment besoin que l'on vante le miracle de leur réussite. Ils ont le triomphe modeste. La modestie. Voilà peut-être et sans mauvais esprit l'une des principales différences entre les deux rives du lac Léman. Voilà, c'est au milieu de ce décor très apaisé que nous terminons notre émission consacrée au miracle suisse. Un grand merci à Patrick Boité qui l'a préparé avec l'aide d'Isabelle Ledizès, à Nicolas Maupier qui l'a réalisé avec Jean-Louis Laforêt, Stéphane Morelli et Marlène Billeret. Nous nous retrouverons l'année prochaine, en 2014, au mois de février, à l'autre bout du monde, pour une émission consacrée à l'Indonésie. Bonne fête de fin d'année à toutes et à tous, et surtout gardez un œil sur la planète. Bonsoir. Belle, poète juste une attraction pour ce peuple qui courbe sous les poids des factures. Aujourd'hui j'ai la fracture du cerveau à force de me creuser les neurones pour éviter ton chaos. L'ensemble c'est trop dépensé, j'ai dépensé toute mon énergie à vouloir cadencer au rythme de ta mélodie, mais tu m'as foutu le cancer de la pensée. Entre toi et moi c'est une histoire d'amour, mais sans cesse je recherche ton humour, car dans tes bras tu m'as pris et ton romantisme m'a enivré. Et puis tu m'as livré à la lourdeur de ton administration qui a fait de l'obtention du permis de séjour une flagellation. Lausanne, pour avoir un logement il faut un permis, et pour avoir un permis il faut un logement. C'est trop de contradictions. Je ne te demande pas de me dérouler ton tapis rouge ou de m'offrir un sésame, mais je te parle du hasard qui a voulu que tu sois ma vie.